Madame, Monsieur, bonjour. Depuis quelques jours, le débat sur l'émergence du parti islam fait rage en Belgique. Ce parti espère percer largement aux prochaines élections communales, tant dans la région liégeoise que dans les 14 des 19 communes bruxelloises. Le parti rappelle que Bruxelles sera, selon eux, majoritairement musulmane d'ici 2030 et souhaite s'appuyer sur cette communauté pour islamiser Bruxelles, appliquer la charia. Il propose même les transports communs séparés pour les hommes et pour les femmes. Ces déclarations de ce parti ont déclenché un tollé général. Des députés de tous les partis ont condamné les propos qu'ils considèrent inacceptables et qui ont été tenus par des membres fondateurs de ce parti, à savoir M. Redouane Arrouch. Nous avons aujourd'hui avec nous le président du parti, M. Tahiri Bekkali, qui lui va nous expliquer un petit peu tout ça à sa manière. M. Bekkali, bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine. Shukran. Marhaba bik. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Hubban wa karama. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Monsieur Bekkali, qu'est-ce qui se passe exactement ces derniers temps avec le parti islam et ces déclarations un petit peu tous azimuts? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, en effet, à partir du moment où notre leader, qui s'appelle M. Redouane Arrouch, qui est en même temps conseiller communal à Anderlecht, et évidemment parmi les fondateurs principaux de ce parti. Il a déjà une très grande expérience en politique puisqu'il a commencé en 1999, comme vous le savez, avec le parti Nour. Ensuite, il a fait aussi le musulman.be en 2003 avec M. Bastin, Abdallah Bastin. Et puis ensuite, il a choisi le nom islam parce que, c'est aussi, il a proposé, nous l'avons accepté. Et tout simplement parce que nous avons constaté que depuis 2001, après les attentats, les fameux attentats du 11 septembre, les musulmans étaient vraiment stigmatisés sur toute la terre, tout simplement. Il y a eu, comme vous le savez, le Patriot Pact, et il y a aussi le Vigile Pirate, et puis ils en ont profité pour faire des lois liberticides. Et évidemment, c'est toujours les musulmans qui sont pointés du doigt, alors qu'il y a une infime minorité. Quand je dis infime, ce n'est même pas le 0,001% qui sont utilisés par des superpuissances pour commettre des attentats, pour ci, pour ça. Et c'est toujours les musulmans qui sont pointés du doigt. Ici en Europe, comme partout, quand nous faisons le bilan, nous constatons une seule chose, c'est que de tous ces attentats, c'est 99% des musulmans qui sont tués, qui sont massacrés à travers le monde, de par le monde. Et ici, quand il y a eu un attentat en Belgique ou en France que nous déplorons, que nous condamnons, c'est par rapport à ce qui se passe dans les autres pays, que je pense à l'Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, etc., avec le Daesh et tout ça, avec ce mouvement qui a commencé à naître ici en Belgique, qui a profité pour pouvoir emporter des jeunes sans repère pour aller se faire tuer en chair à canon en Syrie et en Irak. Je trouve ça scandaleux, c'est pour cela que nous avons opté pour le nom de Islam. Donc vous avez créé le parti Islam, et maintenant, au jour d'aujourd'hui, bientôt les élections, vous déclarez que vous allez éventuellement travailler sur l'établissement d'un État islamique en Belgique. Quand nous parlons d'un État islamique, c'est justement comme le nom Islam. C'est-à-dire, ces gens, ces massacreurs, je ne sais même pas, ces innommables, ces monstres qui ont utilisé ce nom de cette religion, de cette belle religion de l'islam, qui a eu l'écho dans tous les médias et dans toutes les bouches des hommes politiques à tort et à travers, en utilisant justement toujours État islamique, Daesh, État islamique. Ils nous ont bombardés avec ça, ils ont formaté la population, qui ont créé un sentiment de peur et d'une terreur interne.
et que maintenant, dès qu'ils entendent l'islam, c'est tout, ils font tout de suite l'amalgame. Pour vous, Daesh, ce n'est pas un État islamique. Vous allez mettre en place un État islamique. Quel est votre État islamique à vous? Notre État islamique, ici en Belgique, il est clairement établi dans la Constitution belge. Ça veut dire que nous, comme je l'ai déjà dit à ce plateau, j'ai revu un peu à la baisse, j'étais à 90%, je dirais maintenant que honnêtement c'est plus de 80% de tous les articles qui sont dans la Constitution belge sont en conformité avec la charia et en conformité avec un État islamique. L'État islamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a ses droits, chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de pratiquer sa religion librement, et celui qui n'a pas de religion, il est tout à fait aussi respecté que celui qui a une religion. Ça, ce sont les bases, tout comme dans l'article... Et la Belgique va vous laisser créer un État islamique alors qu'il existe déjà un État belge? Mais cet État belge, nous n'allons pas changer le nom. Nous sommes fiers de la Belgique, nous sommes fiers du chef de l'État, qui est le roi. Mais vous allez convertir tout le monde à l'islam Il n'y a personne à convertir. Pour créer un État islamique? Non, nous ne convertissons personne. Parce qu'un État islamique fonctionne avec des lois islamiques. Ça n'a rien à voir avec... Et c'est la charia. D'accord. Nous sommes d'accord là-dessus. Seulement que lorsque nous disons la charia, je vais prendre un simple exemple. Oui. Hier, en Arabie Saoudite, les femmes, d'après la charia, ne pouvaient pas rouler en voiture. Oui. Aujourd'hui, d'après la charia, elles peuvent rouler en voiture. On se moque de qui alors? C'est quelle charia? De quoi vous parlez? Charia, c'est un mot arabe, et donc comme je l'ai déjà dit, les mots prennent la forme de ce qu'on y met. Les mots, c'est comme des sacs. Ils prennent la forme de ce qu'on y met. Alors, laissez-nous mettre ce que nous voulons dans ce mot que vous utilisez. Justement, qu'on en parle, c'est quoi la charia exactement? La charia, c'est la voie pour nous approcher de Dieu. C'est ça ce que nous comprenons de la charia. Ça, c'est votre définition. C'est la définition. Parce que la charia, c'est un ensemble de lois, de jurisprudence, de doctrines qui fonctionnent justement avec le Coran et avec la Sunna pour donner une voie justement à un musulman à connaître le lien, à connaître le licite et l'illicite, le halal et le haram. C'est ça normalement la définition de la charia. La charia, pour nous, elle a une autre dimension. Ouais. La dimension est que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit khayrukum khayr li ahli wa ahab an-nas ila Allah anfa'ahum. Le mandement de hadith. Donc, je traduis, c'est le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux envers sa famille. Bon, ça c'est au niveau familial, de la cellule familiale. Et si nous parlons au niveau sociétal, le meilleur d'entre vous, c'est-à-dire le mieux aimé auprès de Dieu, c'est celui qui rend le plus service à ses semblables. Ce que vous faites maintenant, c'est ça la charia. La charia, ça veut dire que vous faites appel justement à des textes, à des hadiths, etc. pour orienter ou pour éduquer un musulman et l'aider justement à prendre une voie meilleure. Mais est-ce qu'en Belgique, vous pouvez vraiment faire ça? Je ne parle... Alors qu'il y a la Constitution, il y a les lois, il y a les jurisprudences, les doctrines, les ordonnances. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? C'est très simple. À partir du moment où nous avons un appui de la population, qu'elle soit musulmane ou non, si elles ont bien compris notre projet qui est clairement explicite dans le manifeste citoyen que nous avons édité en 2014, nous allons bien voir que nous sommes pour l'État unitaire. Et évidemment, nous avons une élite incertaine du Nord qui, eux, sont contre l'État unitaire. Lorsque nous allons visiter le Parlement fédéral, vous parlez de la NVA, notamment, la NVA, le Vlaams-Belang. Enfin, nous n'allons pas parler du Vlaams-Belang parce qu'ils ne sont pas dans la majorité. Nous allons parler de ceux qui dirigent le pays à l'heure actuelle. Ces gens-là sont occupés à détricoter la Belgique en soi. Et cela est inconcevable pour nous dans notre manifeste. Et ce que vous voulez, vous? Donc vous ne voulez pas la séparation de la Belgique? Absolument pas. Nous voulons revenir à l'origine de la Belgique qui était composée de 9 provinces, pas de 10, pas de frontières linguistiques. Nous voulons aussi simplifier tous ces gouvernements. Vous avez déjà vu le nombre de gouvernements que nous avons. Nous avons un gouvernement fédéral, un gouvernement régional flamand, régional wallon, régional bruxellois. Nous avons aussi la commission
française, la commission néerlandophone, flamande. Et donc c'est trop, c'est beaucoup d'argent pour rien. Nous avons 19 communes pour une petite ville de 1 million 100 habitants, alors que Paris c'est plus de 3 millions. Si je pense à New York, c'est 15 millions. Nous avons un maire à Paris qui gère très bien Paris, et un maire à New York qui gère 15 millions de personnes. Pourquoi ce ne serait pas possible ici? Ça nous éviterait d'avoir, quand la STIB elle a envie de faire un projet pour traverser plusieurs communes, elle doit déposer 6 dossiers. S'il y a une commune qui met son veto, c'est-à-dire que toute l'étude qui a été faite, qui a coûté des centaines de milliers d'euros, tombe à l'eau. Et donc tout ça, c'est un problème. On n'aurait un échevin de l'urbanisme qui décidera, et un seul bourgmestre pour les 19 communes. Ça fait partie de notre projet aussi. De votre projet aussi. On dit de votre parti que vous êtes un parti chiite, un parti soutenu par l'Iran. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est absolument faux, tout simplement parce que nous avons reçu de l'aide de quelques Marocains. Vous allez nous dire que nous sommes soutenus par l'État marocain. Nous avons reçu de l'argent des Turcs, nous sommes soutenus des Turcs, je dis des Turcs qui ont la nationalité belge, d'origine turque. Et la même chose sur les Marocains, la même chose pour les Pakistanais, la même chose pour les Irakiens, la même chose pour les Iraniens. Alors parce que quelques Iraniens qui ont la nationalité belge nous ont donné nous soutiennent le parti avec quelques milliers d'euros, du coup c'est l'État iranien qui nous soutient. Alors il faut dire que c'est l'État marocain, il faut dire que c'est l'État pakistanais, c'est l'État turc, enfin voilà, ça ressemble à rien. Les musulmans, une partie en tout cas des musulmans, commencent à lancer justement des revendications contre le parti islam il y a quelques jours, et commencent même à créer des pétitions sur les réseaux sociaux contre le parti islam. Ça vous inquiète pas tout ça, de séparer justement les musulmans les uns contre les autres? Non, c'est simplement ces personnes-là. Chiites, sunnites, etc. Nous ne rentrons pas dans ce jeu-là. Nous nous référons au Coran, qui est clair, que notre père Ibrahim alayhi salam, notre patriarche Ibrahim alayhi salam, nous a appelés musulmans. Je ne vois pas pourquoi je dois m'appeler autrement que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous nommer. Je ne comprends pas pourquoi Allah nous a appelés musulmans et un autre m'impose à me dire je suis sunnite, je suis chiite, je suis wahhabite, je suis salafite, je suis soufi, je suis dahiri, je suis tabari, il faut arrêter quand même. Donc on a parlé ici de l'État islamique, donc c'est clair et net. Donc la définition que vous donnez aussi à la charia, c'est clair et net. Le troisième point qui est un petit peu justement fait beaucoup de bruit, c'est le problème des transports en commun. Donc ne pas mélanger les hommes et les femmes, et de créer un espace spécifique explicitement pour les femmes. Est-ce que cette proposition a été aussi dans vos projets? Oui, simplement nous avons répondu à un appel, et c'est la gente féminine qui est demanderesse, et c'est pour le bien-être de celle-ci, qui se plaignent souvent qu'ils en profitent. De toute façon, notre projet, d'abord c'est un projet, ça doit rester un projet. De deux, il y a une demande, nous avons répondu, et c'est ça le rôle du politique. Et pas du politique, des hommes politiques hommes, quand je dis hommes, c'est sous-entendu hommes et femmes. Il y a des femmes qui se plaignent justement de la présence des hommes dans le bus. Attendez, ce n'est pas la présence des hommes, elles ne se plaignent pas de la présence des hommes, elles se plaignent du comportement de certains hommes, ou des jeunes hommes, ou moins hommes, qui profitent lorsqu'il y a trop de personnes... Des heures de pointe notamment... qui profite de passer les mains sur la femme, elle a droit quand même à protéger son corps, elle a quand même droit à avoir un bien-être c'est quand même un transport commun. Et ces femmes, ils viennent chez vous, ils vous écrivent, comment ils font pour vous atteindre? Ce que je vous dis, c'est les plaintes officielles de la STIB. Ah, de la STIB. Okay. Oui, parce que nous avons notre leader qui s'appelle M. Redouane Ahrouch, qui lui a accès justement qui est chauffeur de bus, et que lui, il voit, il doit parfois intervenir avec le micro en disant attention les pickpockets, attention. Mettre de l'ordre. Voilà, donc il doit intervenir, donc c'est vraiment une demande. En plus de ça, je voudrais quand même clarifier une chose, c'est que la proposition que nous avons faite, elle est très claire à mon sens, dans le sens d'abord que c'est une proposition, de deux, nous avons dans la proposition établi un espace qui
qui serait prévu seulement pour les femmes pendant les heures de pointe, un autre espace qui serait mixte et un autre espace qui serait pour les hommes éventuellement. À partir du moment où la personne elle a le choix d'aller soit dans le mixte ou soit chez les femmes ou soit chez les hommes, je ne vois pas pourquoi du coup c'est la ségrégation. Certains journalistes ont utilisé ça, même des hommes politiques. Alors soit ils ne savent pas c'est quoi la ségrégation, je vais le rappeler pour certains, c'était du temps aux États-Unis, du temps dans les années 70. C'est-à-dire que le monte charge était réservé aux noirs et les ascenseurs étaient réservés aux blancs. Lorsqu'un blanc entre dans un bus, il doit trouver une place assise. Le black, la personne de couleur noire, elle doit rester debout. Si elle s'assied et qu'il y a une personne blanche qui vient, automatiquement, il doit lui céder la place. Alors, nous sommes loin de cette ségrégation qu'on a dit qu'il faut changer la Constitution. Alors, je voudrais aussi faire une petite parenthèse par rapport aux hommes et aux femmes. Chaque fois, il parle du fait l'égalité homme-femme, égalité homme-femme. Très bien. Allez dans un parc et trouvez-moi une toilette pour femmes. On ne trouve que des urinoirs. Une urinoir pour hommes? Oui. Pour les femmes? Non. C'est quoi le message que ces politiciens, c'est plus des hommes politiques, c'est des politiciens, quand ils se comportent de cette façon vis-à-vis de la femme, mais c'est du mensonge en fait. On va essayer de prendre un appel d'une personne je vous en prie. Qui veut intervenir en ligne. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, je voudrais en parler avec ce monsieur, en fait, pour lui poser une question. Monsieur Bakali, le président du Parti Islam, c'est ça? Exactement. Ben, on vous écoute. Et vous êtes d'abord, vous êtes? Oui, bonjour. Donc, en fait, je m'appelle Majda, je suis étudiante. Et en fait, j'ai écouté votre émission et j'ai des petites questions concernant. Je vous en prie, on vous écoute. Alors, en fait, moi, j'ai une petite question concernant, déjà à la base, cette séparation homme-femme. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va créer, comment dire, certaines déviances qui sont généralement liées à cette séparation? Vous parlez de la méfiance entre qui et qui? Cette déviance des hommes envers les femmes que l'on peut retrouver dans certains pays qui sont prônés par la charia dans les pays arabes. Vous avez compris la question? Non, parce que le son il n'est pas très clair. Donc il parle vraiment, est-ce que cette proposition dans les transports en commun ne va pas créer une sorte de méfiance entre les hommes et les femmes? Je ne vois pas où ça pourrait créer. Au contraire, pour moi, ça pourrait apaiser beaucoup de femmes qui se plaignent justement que des hommes profitent, excusez-moi l'expression, en Belgique on dit ploter. Vous savez très bien ce que ça veut dire, je ne dois pas faire un dessin. Et il y a des gens qui profitent parce que c'est les heures de pointe, alors ils passent leurs mains sur le corps des femmes. Mais ils sont condamnés par la loi. Il faut d'abord... C'est des obsédés. Donc, oui, donc automatiquement, il y a la loi qui peut automatiquement justement ce genre de oui, mais ça doit être pris en flagrant délit. Il faut qu'il y ait une plainte, il faut que la personne ait le courage d'aller à la police, il faut un processus qui est long. Et pour éviter ça, tout comme au Japon, pendant les heures de pointe, il y a des wagons. Nous ne sommes pas arrivés jusqu'à dire qu'il y aura un wagon pour femmes et un wagon pour hommes, mais au Japon, pendant les heures de pointe, vous pouvez vous renseigner, il y a un wagon qui est réservé pour les femmes pendant les heures de pointe. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, j'ai appris récemment que même à Rabat, il y a aussi carrément des bus qui sont réservés pour femmes. Alors que bon, le Maroc, il représente quand même un esprit islam ouvert. J'espère que Monsieur le Président a répondu à votre question. Mademoiselle? Le Maroc reste un pays musulman, ce n'est pas le cas de la Belgique en soi. Donc en gros, on imposerait une idéologie musulmane dans un pays qui est censé être laïque. Donc voilà, donc le Maroc est un pays musulman, que la Belgique est un pays laïque. On ne parle pas de laïcité ou de musulmans, madame. Nous parlons de bien-être féminin, bien-être de la personne. C'est une chose qui est garantie par la Constitution belge. Et c'est une proposition. Nous n'allons rien imposer. C'est simplement un projet de proposition. Il faut bien rester dans le cadre d'un projet de proposition. Je ne vois pas pourquoi vous faites l'amalgame. Si vous dites que le Maroc est un État c'est des musulmans, je suis d'accord. Il fallait attendre 2015 ou bien 2017 ou 2016 pour commencer à faire des bus pour hommes et pour femmes. Enfin, en tout cas pour femmes.
Donc ça veut dire qu'avant ça, qu'est-ce qui se passait? Avant ça, ils ont dû supporter tout ce qui supporte ici, en fait, les femmes pendant les heures de pointe. En plus, ce n'est que pendant les heures de pointe, ce que nous avons dit. Et en plus, ce n'est pas une obligation. Donc la femme a toujours le choix. Si elle a envie d'être collée à des hommes pendant les heures de pointe, c'est son choix et nous le respectons. Donc, Monsieur le Président, ici, elle veut défendre les femmes musulmanes. Non, ce n'est pas seulement les femmes musulmanes. C'est toute femme qui désire ne pas être en friction avec des hommes qui ne sont pas son mari et qu'elles veulent garder leur corps pour elles comme elles l'entendent. Tout simplement. C'est pour une question de bien-être et de sécurité aussi, puisqu'il y en a qui profitent pour faire des pickpockets. Tout à fait. Mademoiselle, je vous remercie de votre appel. Une bonne journée. Au revoir, mademoiselle. Donc vous voyez, les gens vraiment veulent comprendre ces propositions, qui sont quand même des propositions très graves en soi, parce que ça change... Très grave, parce que ça change vraiment les coutumes et les traditions de ce pays, ici en Belgique. Donc on vient vraiment avec un autre modèle de proposition. Ouais. Et comment vous allez faire justement pour convaincre les citoyens d'une manière générale en Belgique à accepter ces propositions que eux trouvent justement que ce sont des propositions très graves? Oui, c'est très grave, c'est simplement, donc c'est qualitatif, donc c'est subjectif. En soi, ce n'est pas grave, c'est juste une proposition. Et je ne vois pas pourquoi utiliser ce terme grave pour aggraver la situation. Donc pour moi, ça me fait sourire en fait, parce que je ne vois pas en quoi. C'est vrai que c'est le parti islam qui le propose. Maintenant, je vous pose une question. Oui. Si c'était par exemple un autre parti qui est au pouvoir, un MR ou un CDH ou un CDH, puisque c'est le centre démocratique humaniste démocrate. Donc bon, alors si c'était le CDH qui l'avait proposé, vous pensez qu'il y aurait un tollé comme ça? Non, c'est parce que c'est islam. Mais il n'a pas proposé. Non, mais il n'a pas. Mais nous disons si, parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu osées dans le sens du PS qui dit qu'il faut descendre la majorité sexuelle à 15 ans. Ça n'a pas fait un tollé, que je sache. Donc je ne vois pas pourquoi ici c'est pour le bien-être des femmes. Et comme ça colle normalement avec votre projet aussi au niveau du parti islam. Par rapport Par rapport à la majorité sexuelle. Non, pas du tout. Vous êtes contre? Ah non, pas du tout. Nous sommes contre parce que nous trouvons que l'âge qui est mentionné dans la Constitution ou dans les lois belges sont très bien faites. Parce que là, nous pourrons risquer de glisser vers une dérive. Et pour éviter ça, nous préférons garder ce qu'il y a dans la Constitution, dans la loi belge. Oui, Monsieur Bakali, est-ce que vous allez vraiment vous présenter dans disons 14 à 15 communes différentes en Belgique? 14 Non, 14 sur Bruxelles et 14 en Wallonie. En Wallonie, donc vous avez l'effectif pour ça? Nous avons l'effectif pour ça. Nous avons l'effectif, nous ne pouvons pas donner de nom, puisque c'est toujours en tractation et en négociation dans les réunions que nous avons régulièrement. Et donc... Il y a Michel Dardenne qui a quitté le parti en décembre passé, qui est passé chez moi ici, a déclaré clairement que vous n'êtes que 4 personnes. Oui, ça et que les 4 personnes, vous n'avez pas l'effectif nécessaire pour faire quoi que ce soit. Il y a une différence. Et ce qui règne justement dans le parti, c'est la dictature, il le dit lui-même. Oui, ça c'est son interprétation. Mais donc comment vous avez fait en 4 mois ou 5 mois pour éventuellement avoir... cette infrastructure à mettre en place pour participer d'une manière, quand même bien organisée aux élections. D'abord, je remercie que vous avez mentionné Michel Dardenne, qui est un ami. Oui. J'ai toujours des très bons contacts avec lui. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec lui incessamment, demain ou... Donc, il se pourrait même que nous allons trouver un terrain d'entente pour qu'il puisse participer aussi à aux élections. Pourquoi Il a créé son propre parti. Même avec son propre parti. Nous sommes pour... Vous allez faire une fusion alors? Une fusion, oui. De toute façon, nous allons... Et islam. Et pourquoi non? Ce serait un beau projet. Je veux dire, nous sommes pour justement qu'il y ait cette émancipation politique et arrêter d'être sous tutelle, que les citoyens se prennent en main et que s'il faut créer un parti parce que vous avez des bonnes idées et que vous êtes soutenu par une frange de la population, c'est à ça que ça sert. Ça va faire encore le buzz parce que Michel Dardenne déclare clairement qu'il a quitté l'islam et que c'est fini, parce qu'il ne trouve pas sa place et que les valeurs que prend le parti islam, ce n'est pas les valeurs que cherche Michel Dardenne,
qui était le vice-président du Oui, Parti bien Islam, sûr, nous l'avons. et qui a créé Parti Salam avec d'autres personnes qui ont quitté aussi le Parti Islam. Et qui ont été expulsés aussi, qui ont été expulsés du parti de Salam. Voilà. Aussi. Et donc, ce qui a quand même, disons, fragilisé le Parti Islam, parce que c'est coupé, disons, en deux. Donc, la majorité est partie. Non, restait une minorité. Non, ce n'est pas comme ça que nous lisons, que je lis en tant que président. Oui. Il faut savoir une chose, c'est que, je vais le dire clairement, au sein du Parti Islam, il y a ce qu'on nous appelons, dans tous les partis, il y a un noyau dur. Oui. Et tant que ce noyau dur, il est soudé, tout ce qui peut venir autour, ce n'est que des électrons. Des fois, c'est des électrons qui sont fidèles, d'autres des électrons libres, qui partent et qui reviennent. Et nous sommes toujours ouverts. Oui. Même à Laurent Louis, même à Michel Dardenne, même à tous ceux qui nous ont connus, ils sont toujours bienvenus. Vous êtes toujours les trois, Aïjdig, Harouche, Monsieur Harouche, donc, exactement. Trois, donc c'est ça le noyau dur. Exactement. Avec celui que vous désignez comme leader, Redouane Harouche. Oui, alors que le leader, c'est vous, parce que vous êtes le président. Non, être président, c'est celui qui préside, c'est celui qui... et qui assume toutes les responsabilités. Et qui assume toutes les responsabilités juridiques. Oui, tout à fait. Notre leader, notre stratège politique, c'est bien Redouane Harouche. Oui. Mais ce qu'il dit, il nous l'explique. Il pèse ses mots, malgré qu'en apparence, ça a l'air de dire n'importe quoi. Vous avez bien entendu le spécialiste de la Constitution. Oui. In fine, qu'est-ce qu'il a dit? On ne pourra pas empêcher, on ne pourra pas interdire ce parti. Oui. Non, il n'y a pas que Didier de Witt. Il y a un autre spécialiste du journal Le Soir qui a aussi parlé de... Il y a un grand spécialiste qui a quand même... était le premier à dénoncer et à demander, c'est Olivier Manguin. Olivier Manguin, c'est un grand écoutez, Olivier Manguin, depuis notre élection en 2012, il avait promis de changer la Constitution, enfin c'est ce qu'il dit, avec Richard Miller, qui avait dit la même chose. Et donc nous sommes près de 6 ans plus tard. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Alors, soit ils nous mènent en bateau, ou soit ils savent très bien que nous sommes dans la Constitution, dans les lois. Ils ne pourront rien faire contre nous. Juridiquement parlant, ils ne pourront rien faire contre nous. La dernière question que je vous donne concernant le vivre ensemble, quelle est votre conception, la conception du Parti Islam pour cohabiter, vivre avec tout le monde en paix en Belgique? C'est le but du Parti Islam. Non, mais si vous instaurez un État islamique, vous ne cherchez pas à cohabiter avec tout le monde. Tout le monde ne va pas accepter l'État islamique. Nous revenons à votre interprétation de l'État islamique. Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est votre interprétation. Mais notre interprétation, elle vient du Coran. Il vient du Coran, mais tous les citoyens belges ne vont pas accepter justement le Coran. Ils ne sont pas tous musulmans. Ce n'est pas le Coran qu'on demande qu'ils acceptent. C'est les idées. C'est-à-dire que s'ils acceptent les idées du Coran, c'est qu'ils vont devenir musulmans. Non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Pourquoi? Sans devenir musulmans, mais quand même, comme corpus législatif, le Coran doit être celui qui gère les lois dans la cité. C'est trop facile de parler comme ça. C'est beaucoup plus, beaucoup plus fin. Nos éditeurs aussi doivent comprendre. C'est beaucoup plus fin. Ils cherchent à comprendre. Mais ce que nous cherchons à dire, c'est que c'est compliqué, Monsieur le Président. Oui, pour celui qui veut rendre les choses compliquées. Écoutez, nous avons le manifeste citoyen. Nous l'avons distribué à plus de 200 000 exemplaires. Donc, on peut trouver ce manifeste où pour les gens qui veulent... simplement, il existe sur notre site internet, donc www.islam2012.be. Et alors, vous le téléchargez ou alors vous le demandez, nous vous l'envoierons gracieusement. Ok, donc, et tout est noté. Les lignes de force. Même la définition de votre État islamique? Oui, c'est écrit dedans. Il est là. Tout est là. L'État islamique, c'est un nom. C'est comme le parti islam, c'est comme la charia. C'est tout. Écoutez, il faut garder une chose en tête. C'est que les mots sont comme les sacs. Ils prennent la forme de ce qu'on y met. Alors, malheureusement, dans l'islam, ils ont mis n'importe quoi. Dans les médias, dans les mass médias, ils ont mis n'importe quoi. Dans la charia, ils ont mis n'importe quoi. Ils nous ont montré des gens qui font des crimes de guerre, des monstruosités, en disant la charia. On lapide des gens. Moi, j'ai jamais trouvé un verset dans le Coran qui parle de lapider. J'ai jamais trouvé. Quand j'entends le prophète qui dit sur un poète, il a dit parce qu'il insultait le prophète avec la poésie, il le traitait de tous les noms, etc. Il a ordonné de lui couper la langue, coupez-lui la langue. La majorité, si pas tous, sauf une personne, si j'ai bonne mémoire, c'est l'imam Ali, et ils étaient prêts à lui couper la langue physiquement.
Et l'imam Ali dit non, c'est pas ce qu'il a demandé. Il a dit coupez-lui la langue. De ne plus parler. Non, coupez-lui la langue. Il est venu avec un sac de dinars. Il lui a donné en cadeau. Tiens, cadeau du prophète. Et là-dessus, ce poète, au lieu de faire des insultes, a commencé à faire des belles éloges. Donc il a corrompu le poète, c'est ça. Si tu dis que c'est la corruption, de l'argent pour qu'il ne parle plus. C'est la corruption aujourd'hui. C'est pas la corruption, je veux dire, c'est la personne qui a accepté. Donc on fait un État islamique en plus de la corruption, Monsieur le Président, c'est énorme. Moi je le trouve. Écoutez, ou bien vous avez le choix. Vous vous faites insulter, on vous diffame, etc. Vous avez le choix de quoi? Oui. À l'époque, moi je te parle, il y a 1400 ans. Oui. Ou bien vous lui donnez l'ordre de le tuer, tout simplement, ou bien vous essayez de le racheter à votre cause quand même. C'est plus intelligent de le garder vivant, de le garder à votre cause, parce que la personne, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle dit, qu'il sert vos intérêts. Pardon? Et qu'il sert vos intérêts. Puisque c'est un poète, pourquoi gaspiller cette éloquence? Pouvoir s'exprimer librement et dire sa poésie librement. Voilà. Donc c'est quand même plus intelligent de le garder vivant, qui rend service à la population, qui rend service à l'islam. Alors la dernière question, on n'a pas encore répondu, pour terminer notre émission avec vous, Monsieur le Président, qui est une très bonne émission, je l'assume. Le vivre ensemble, comment vous allez le faire pour le reste de la société belge? On sait très bien qu'il y a des chrétiens, des juifs, des athées, des agnostiques, des laïcs. Tous ces gens-là ne sont pas musulmans. Non. Comment vous allez faire, vous, Parti Islam, si demain vous êtes, vous arrivez, comme vous le dites, en 2030, à avoir une majorité, par exemple, à Bruxelles, vous allez vivre avec les autres? Je suis contraint de reprendre une parole, un écrit. C'est la lettre que quand je suis contraint de reprendre l'exemple de l'imam Ali, quand il était calife, il a écrit une lettre à Malik al-Ashtar, qu'il a désigné comme gouverneur en Égypte. Il lui a écrit Al-Khalqu imma akhun laka fi ad-din aw nadhirun laka fi al-khalq. Je traduis, il lui a dit sache que la créature, soit c'est un de tes co-religionnaires ou soit c'est un de tes semblables. C'est-à-dire, avec cette règle-là, si ce n'est pas un musulman comme toi, qui a compris comme toi, etc., c'est un frère. C'est un frère dans l'humanité. C'est ça qui est important. Oui, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Parfait. C'est parfait. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie infiniment. Très très gentil. Madame, monsieur, c'est ici que se termine cette émission du médiateur avec le président du Parti Islam. Je vous souhaite une très belle journée et je vous attends la semaine prochaine avec un nouveau invité. Merci.